Elle a été humiliée, traitée de bonne à rien et chassée de chez elle le jour même de son anniversaire de mariage. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'elle reviendrait enceinte et mariée à un millionnaire. Ne sautez pas cette vidéo, car cette histoire va vous laisser sans voix. Maintenant, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Votre avis est très important pour nous, sur la chaîne Histoires émouvantes. Voilà, nous pouvons commencer. Dans le plus luxueux penthouse d'un immeuble d'affaires de Paris, au son des couverts heurtant les assiettes et dans un silence qui pesait plus que 1000 mots, Amélie attendait. C'était leur anniversaire de mariage, le 5e. Elle avait tout préparé avec soin. Son plat préféré, des bougies allumées, une coupe de vin qui attendait. Mais la place en face d'elle restait vide. Encore une fois, quand l'horloge a sonné 21h47, elle le savait déjà. Il ne viendrait pas. Elle avait à peine vu son mari ces derniers mois. Il était devenu distant et absent, depuis qu'il avait enfin obtenu son diplôme d'une prestigieuse université parisienne. Elle savait qu'il prendrait bientôt la direction de l'entreprise de son père. Il avait travaillé dur pour cela. Et pour être honnête, elle avait travaillé presque 2 fois plus pour l'aider à atteindre ses objectifs. Mais elle ne s'était jamais plainte et aurait tout refait pour lui. Elle l'aimait de tout son cœur. Et jusqu'à ce moment, elle pensait qu'il l'aimait tout autant. Et alors qu'elle était sur le point d'abandonner l'attente, Mathieu a ouvert la porte. Et pendant une seconde, elle a cru qu'elle était paranoïaque. Il était venu, tout allait bien. Mais avant qu'elle ne puisse soupirer de soulagement, Mathieu a déposé devant elle sur la table une enveloppe Kraft. Lisez. Amélie a pris l'enveloppe, craignant déjà son contenu. Et quand elle a lu la première page, le mot était là, divorce. Alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait, Mathieu a dit froidement, « Dis quelque chose, Amélie. Tu regardes ces documents depuis environ 5 minutes. » Peut-être qu'elle fixait en effet les lettres capitales du mot « divorce » depuis 5 minutes. Mais il n'était pas facile de se remettre du choc. Au lieu d'un repas raffiné, on lui avait servi plusieurs pages d'une révélation brutale. « Tu veux divorcer » a-t-elle bégayé, levant lentement la tête pour le regarder. Il s'est adossé à sa chaise et a lissé ses cheveux bruns et courts avec ses doigts. « Tu sais lire ?» Les mains tremblantes, Amélie a attrapé sa coupe de vin et l'a vidée comme si la boisson pouvait magiquement effacer cette situation. Elle a rempli de nouveau la coupe et a bu une gorgée. Le vin coulait dans sa gorge, mais le nœud qui s'y était formé ne faisait que grossir. Elle étouffait. Son cœur battait la chamade. Une larme a coulé sur sa joue, mais elle a réussi à retenir les autres. « Pourquoi, Mathieu ?» Le son étranglé est à peine sorti de sa voix. Il n'y avait aucune ressemblance entre l'homme qu'elle avait connu et celui qui était assis en face d'elle. Ce Mathieu était froid et indifférent. Ses yeux marrons n'avaient aucune chaleur, et les lèvres qu'elle aimait tant embrasser formaient maintenant une ligne rigide et fine. Il a maintenu son regard quelques secondes de plus avant de sortir un autre document de sa mallette et de le poser devant Amélie. « Pourquoi ? Tu poses encore la question ? Tu m'as promis un héritier, tu te souviens. C'était la seule condition pour que mes parents acceptent notre mariage. » Il a soupiré, l'air presque ennuyé. « Pourtant, après 5 ans, tu ne m'as toujours pas donné d'enfant. De plus, les tests prouvent que tu es pratiquement stérile. » Ces mots l'ont blessé plus que la demande de divorce. « Regarde ces maudits résultats de test, Amélie !» a crié Mathieu en pointant le test qui indiquait qu'Amélie avait un problème d'altération anatomique. Amélie s'est figée. Comment avait-il ces tests alors qu'elle-même n'était pas au courant? « Pourquoi as-tu ça ?» a-t-elle demandé. « Sérieusement, Amélie, tu ne sais pas? Tu sais que je suis amie avec le docteur Robert. Il m'a donné tes résultats et je le remercie de l'avoir fait parce que nous ne devrions pas continuer quelque chose qui est inutile. » L'air a manqué à Amélie. Inutile. Tu qualifies notre amour et notre mariage d'inutile. Les mots sont à peine sortis quand la cruelle réalité l'a frappé de plein fouet. Cet amour n'a jamais été le nôtre. Il ne pouvait pas l'être. Il n'y avait que l'amour d'Amélie. Ce n'était qu'un enfant que tu voulais de moi, a murmuré Amélie. Mathieu a ricané. Qu'est-ce que tu pourrais me donner d'autre? Tu n'as pas de nom, pas d'argent, pas de talent. Tu ne pouvais que me donner un enfant, et tu as échoué même à ça. Comment peux-tu être si cruelle? A-t-elle chuchoté, retenant à grand-peine l'épaisse couche de larmes qui menaçait de tomber. Il a fixé ses yeux froids sur elle et a esquissé un sourire sarcastique qui ressemblait presque à de la sympathie. J'ai voulu être honnête après ces 5 ans. Tu aurais préféré que je te mente? La bouche d'Amélie s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti.
Elle ne voulait pas qu'il lui mente, non. Mais maintenant, elle avait l'impression qu'il lui avait menti à plusieurs reprises pendant tout leur mariage. Il n'avait jamais mentionné qu'avoir un enfant était une priorité. Maintenant, ses paroles sonnaient comme si être sa femme était un privilège qu'elle aurait dû mériter. Et elle ne l'avait pas fait. « Le mariage n'est pas une transaction », a-t-elle dit doucement. Il a éclaté de rire. « Au contraire, Amélie, le mariage est une affaire. J'espère que tu comprends ça et que tu signeras les papiers. » Il s'est massé les tempes. « Soyons sérieux, Amélie. Je travaillais d'arrache-pied à l'université pendant que tu restais à la maison. » Pendant 5 longues années, Amélie avait tenté de refouler la colère dans les coins sombres de son esprit. Chaque fois que sa famille l'insultait, chaque fois qu'il se moquait de ses vêtements ou remettait en question son maquillage, chaque fois qu'il la raillait parce que ses parents l'avaient abandonnée, elle avait tenu bon parce qu'elle pensait qu'il en valait la peine. Mais cette colère ne s'était pas dissipée. Elle était simplement stockée. Et maintenant, cette colère se transformait en fureur, prête à exploser. « Tu penses que je restais à la maison à ne rien faire? Alors qui préparait tes repas, lavait tes vêtements, repassait tes chemises et faisait tes travaux universitaires ?» Il a serré la mâchoire. « Je suis d'accord que tu as parfois été utile, mais le PDG du groupe Garnier a besoin d'une femme capable de faire plus que le travail d'une femme de ménage. Une femme de ménage, je peux en engager une n'importe où. Une femme de ménage. » L'amertume a courbé ses lèvres en un doux sourire. « C'est ce que je suis pour toi. Une femme de ménage que tu n'as pas besoin de payer. » Il a frappé la table du poing. « Je peux admettre que ces 5 ans n'ont pas été entièrement mauvais, que j'ai même pu t'aimer à un moment donné. Mais nous devons tous les deux être raisonnables et aller de l'avant. » « Être raisonnable? Aller de l'avant ?» a sifflé Amélie, alors que la vague de colère brûlait lentement dans ses veines. Ses mains se sont crispées. « Signe ces maudits papiers. » Les yeux d'Amélie se sont tournés vers la bouteille de vin et un instant, elle a imaginé la lui briser sur la tête. Mais le frapper et l'insulter ne changeraient rien. Il ne l'aimait pas. Il ne voulait pas d'elle. Elle n'était rien de plus qu'une blague pour lui. Forçant une profonde inspiration dans ses poumons, Amélie a sorti un stylo de son sac et a apposé sa signature là où il le voulait. Amélie a pensé à lui enfoncer ses documents dans la gorge, mais le connaissant, il avait une copie de secours. Serrant les dents, Amélie lui a tendu le document signé, sentant comme si quelque chose arrachait un morceau de son âme. « Bonne fille », a-t-il dit. Amélie l'avait entendu l'appeler ainsi tant de fois, mais ce n'est que cette fois-ci qu'elle a perçu l'insinuation moqueuse. Elle n'arrivait pas à croire à quel point elle avait été stupide. Amélie se retenait de s'effondrer, mais elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. Alors elle a commencé à se lever de table. « Une dernière chose », a-t-il dit, faisant signe à Amélie de se rasseoir. « Tu dois quitter cet appartement et tu dois le faire aujourd'hui. » Amélie a cligné des yeux. « Quoi ?» Il s'est pincé l'arête du nez. « Tu es livré à toi-même maintenant. » « J'ai payé le loyer de cet appartement pendant presque 1 an, s'est-elle plainte. Il a haussé les épaules. « Et maintenant, tu n'auras plus à le payer. L'appartement est à mon nom. Il ne t'appartient pas, tout comme 90% des choses qui s'y trouvent. Va maintenant chercher tes affaires. » La fureur est montée au visage d'Amélie, mais il avait raison. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Elle avait été aveugle et naïve, et maintenant elle s'apprêtait à en payer le prix. Serrant la mâchoire, Amélie s'est levée de sa chaise, a relevé le menton, a redressé le dos et s'est tournée vers la porte. À ce moment-là, Amélie a réalisé que tout ce mariage, toutes ces années, chaque larme ravalée dans la salle de bain, chaque humiliation de sa famille déguisée en blague, tout cela faisait partie d'un jeu. Un jeu où elle avait toujours pensé que l'amour gagnerait, mais l'amour n'avait jamais fait partie de ses règles à lui. Le silence de la chambre semblait se moquer d'elle. Chaque pas qu'Amélie faisait sur le sol de marbre froid résonnait comme une plainte, non seulement de la maison, mais de son âme même. Le dressing sentait encore la lavande, la même essence qu'elle utilisait pour parfumer ses vêtements à lui. C'était ironique. Elle avait encore l'habitude de tout laisser impeccable, même le jour où elle serait expulsée de sa propre vie. Amélie a ouvert la valise avec des mains tremblantes, ses doigts glissant lentement sur le vieux tissu, le même qu'elle utilisait lors de voyages avec lui, quand elle croyait encore qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Elle a commencé à ranger quelques blouses, les pliant avec soin, comme si en maintenant l'ordre dans les plis, elle parvenait aussi à maintenir l'ordre en elle. Mais c'était inutile. Rien n'était en ordre, rien n'avait de sens. « Il n'a jamais demandé », murmura-t-elle pour elle-même, presque sans s'en rendre compte. Elle a fixé l'armoire, les cintres encore pleins.
les étagères impeccables, tout rangé par elle. La maison qu'il disait être la sienne avait été entretenue par son effort invisible. Les factures payées, la nourriture préparée, l'appartement propre, la bonne odeur, la paix, tout était son œuvre. Mais Mathieu ne l'avait jamais remarqué, n'avait jamais demandé. « Comment pense-t-il que je payais le loyer ?» chuchota-t-elle, sentant sa gorge se serrer. Oui, elle ne travaillait pas officiellement. Elle n'avait pas de badge, ni de salaire, ni de bureau dans un immeuble moderne. Mais cela ne signifiait pas qu'elle ne produisait rien, qu'elle ne contribuait pas, qu'elle ne soutenait pas. Elle faisait de la couture pour des clients, vendait des articles personnalisés sur Internet, silencieusement, toutes les nuits. Elle mettait chaque centime sur un compte séparé, pour ne pas blesser l'ego d'un homme qui avait besoin de croire qu'il finançait tout seul. Il n'a jamais voulu savoir. Il n'a jamais demandé comment le loyer était payé quand ses virements étaient en retard. Elle a rangé une vieille robe, celle qu'elle portait au premier dîner chez ses parents, où sa belle-mère l'avait regardée de la tête aux pieds et avait commenté que certaines personnes essaient, mais ne naissent pas avec de la classe. Cette nuit-là, Amélie avait pleuré dans la salle de bain et Mathieu avait simplement haussé les épaules en disant qu'elle devait apprendre à gérer sa mère. Elle avait ravalé la douleur comme tant d'autres fois. Alors qu'elle empilait ses affaires sur le lit, une autre question lui a déchiré l'esprit comme un couteau. « Et cet examen ?» murmura-t-elle, les yeux fixés sur une enveloppe qu'elle reconnaissait vaguement. « Je n'ai jamais fait cet examen. Je ne m'en souviens pas. » Elle a fouillé sa mémoire, chaque visite chez le médecin, chaque consultation. Elle n'avait jamais reçu ce diagnostic, n'avait jamais été informée de quelque chose d'aussi décisif. Et même si elle avait fait des examens gynécologiques, aucun ne l'avait alertée sur de graves altérations anatomiques. Comment avait-il ce papier avant elle? Comment le savait-il? « Docteur Robert » murmura-t-elle, les yeux maintenant écarquillés. L'ami de Mathieu, toujours si gentil, si serviable, mais aussi toujours distant. Il souriait beaucoup et parlait peu. C'était le genre de personne qui semblait garder des secrets. Amélie a tremblé. S'il avait vraiment partagé un rapport médical sans son consentement, c'était une trahison de plus. Une trahison qui impliquait son propre corps, son droit à l'information, à la dignité. « Et ils ont tout décidé pour moi », murmura-t-elle. Elle a fourré des sous-vêtements dans la valise, sans les plier. Maintenant, la colère commençait à envahir l'espace. Ce n'était plus de la tristesse, c'était la certitude d'avoir été manipulée, mise de côté, réduite au silence. Elle s'est agenouillée devant la commode et a tiré le dernier tiroir. Des photos, des lettres, de petits souvenirs d'un mariage qui pour elle était réel. Mais maintenant, tout cela n'était que la preuve qu'elle avait aimé seule, combattu seule, soutenu seule une relation entière. « Est-ce qu'il m'a jamais vu ?» dit-elle, fixant une photo de deux souriant à la plage. Mais l'image ne semblait plus authentique. Mathieu souriait à l'appareil photo, mais son regard, Amélie le voyait maintenant, n'avait aucune chaleur. Il n'y en avait jamais eu. Tout n'était que convenance, apparence, un théâtre de haut standing avec un costume de mariage et un scénario de soumission. Elle s'est relevée avec difficulté, les yeux brûlants, mais elle refusait de pleurer davantage. Elle a jeté la photo dans la valise sans réfléchir. Cette douleur était maintenant son carburant. À chaque vêtement rangé, elle cousait une nouvelle promesse en elle. Plus jamais elle ne serait ignorée. Plus jamais elle ne serait traitée comme invisible. Plus jamais elle ne confierait son âme à quelqu'un qui ne saurait pas la protéger. Amélie était arrachée de sa propre maison, mais ce que Mathieu ne savait pas, c'est qu'en l'arrachant de sa vie, il avait sans le vouloir libéré la femme la plus dangereuse qui soit, celle qui n'a plus rien à perdre. Amélie s'est arrêtée un instant au centre de la chambre. La valise ouverte sur le lit débordait déjà de souvenirs déguisés en vêtements, de morceaux de vie soigneusement pliés ou jetés à la hâte, parce que plus rien de tout cela n'avait de sens. Elle a regardé autour d'elle une dernière fois. Chaque détail de cet appartement était d'une certaine manière une partie de son dévouement. Les tableaux qu'elle avait choisis elle-même, le rideau qu'elle avait confectionné sur mesure, le tapis où, de nombreuses nuits, elle s'était agenouillée pour nettoyer le vin qu'il renversait en riant aux blagues de ses amis lors de dîners bruyants. Et maintenant, tout cela était territoire ennemi. Elle a fermé la valise fermement. Le claquement de la fermeture éclair a sonné comme un point final. Elle a enfilé son manteau, a attaché ses cheveux en un chignon simple et a pris son sac. Il y avait un nœud dans sa gorge qui grossissait à chaque pas, mais elle refusait de pleurer. Plus maintenant. Mathieu ne méritait plus une seule larme. En traversant le couloir, son regard s'est posé sur des détails si banals qu'ils semblèrent crier. Le porte-photo, où il n'y avait que des clichés de lui avec ses parents.
Le coussin préféré qu'il jurait qu'Amélie n'avait pas assez de bon goût pour choisir? Le miroir au cadre doré qu'elle avait installé elle-même, même en l'entendant dire qu'il était inutile de dépenser pour des futilités. Tout était la marque de la vie qu'elle avait soutenue avec affection et qu'il avait empoisonnée avec mépris. En arrivant dans le salon, elle a trouvé Mathieu sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille et un léger sourire aux lèvres. Un sourire qui faisait plus mal que n'importe quel cri. C'était le sourire de celui qui s'était déjà débarrassé d'un poids, de celui qui passait déjà à autre chose, peut-être avec une autre. Il ne l'a même pas regardé. Amélie s'est arrêtée un instant derrière le canapé, sentant le poids de l'adieu silencieux. Elle voulait dire quelque chose qui resterait gravé. Mais toute parole qu'elle dirait maintenant ne ferait qu'alimenter son ego. Et Mathieu ne méritait même pas le privilège de ces derniers mots. Sans rien dire, elle s'est dirigée vers la porte, mais en saisissant la poignée, elle a entendu sa voix au téléphone. Oui, elle s'en va. C'est ça, comme je te l'ai dit. Seule, sans faire de scène. Elle a toujours été prévisible. La phrase a été comme une lame la coupant de l'intérieur. Amélie s'est retournée lentement. Il était toujours de dos. Il riait. Il tenait le téléphone avec la même main qui avait un jour tenu la sienne devant l'hôtel. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle a fermé les yeux un instant, a respiré profondément, puis, à pas lents et fermes, s'est dirigée vers le hall de l'ascenseur. Le silence de l'attente était suffocant. L'écran affichait les étages avec une lenteur cruelle. 15, 14, 13. Et quand les portes se sont ouvertes, Amélie est entrée. Un dernier regard par-dessus son épaule. L'appartement brillait toujours. Propre, riche, luxueux, mais vide d'âme, d'amour, de vérité. La porte s'est refermée. Dans l'ascenseur seule, Amélie a expiré l'air qu'elle retenait depuis des heures. Sa poitrine montait et descendait avec difficulté, mais elle restait debout. Seule, mais entière. Blessée, oui, humiliée peut-être, mais pour la première fois en 5 ans, libre. En sortant par la conciergerie, le gardien l'a regardée avec étonnement. Elle a simplement hoché la tête. Sur le trottoir, le vent froid de la nuit a caressé son visage comme un rappel. La vie était dehors et elle était encore en vie. Amélie a descendu les 3 marches avec sa valise, sentant le poids dans ses bras, mais ce poids n'était rien comparé à ce qu'elle laissait derrière elle. Et quand elle a levé le visage pour contempler la ville illuminée devant elle, elle a ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était du feu. Et à ce moment-là, elle a su, rien, absolument rien ne serait plus comme avant. Mathieu pensait avoir gagné, que la pièce la plus faible avait été éliminée de l'échiquier. Il ne savait pas qu'Amélie ne faisait que reculer pour mieux faire échec et mat. Amélie a descendu la rue à pas lourds, la valise traînant derrière elle, comme un rappel inconfortable de ce qu'elle laissait. Elle n'avait nulle part où aller cette nuit-là. Aucun plan, aucune certitude, juste la conviction qu'elle ne redeviendrait jamais celle qu'elle avait été dans cet appartement. Le vent froid frappait son visage, mais elle ne s'est pas recroquevillée. Pour la première fois depuis longtemps, elle a laissé le froid la toucher, parce qu'il était réel. Et contrairement à l'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans, le froid ne prétendait pas être de la chaleur. Elle est allée chez une vieille amie, Clarisse, qui vivait dans un quartier simple, loin des gratte-ciel de l'élite. La femme l'a accueillie à bras ouverts, sans question, juste avec du silence, des couvertures, du thé chaud et une chambre avec un matelas par terre. Amélie a pleuré là, non pas pour Mathieu, mais pour tout ce qu'elle avait cessé d'être en essayant de l'aimer et de le rendre heureux. Les premiers jours furent comme un deuil. Elle dormait peu, mangeait moins, elle passait des heures à fixer l'écran de son téléphone, attendant un message qui ne venait jamais. Mais à un moment donné, au cours de la 4e nuit, Amélie s'est levée du lit comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Elle est allée jusqu'au miroir de la salle de bain, a allumé la lumière et s'est regardée. « C'est fini !» se murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. » Amélie a pris son vieil ordinateur portable, celui qu'elle utilisait pour étudier la couture et le design d'intérieur pendant son temps libre. Elle a créé une nouvelle adresse e-mail, un nouveau nom, un nouveau numéro de SIRET. Et le jour même, elle a enregistré la micro-entreprise Atelier Aurora, spécialisée dans le design d'intérieur accessible et les pièces artisanales sur mesure. Elle a utilisé les quelques économies qu'elle avait, et que Mathieu disait qu'elle dépensait en bêtises, pour acheter des tissus, du fil, des boutons et quelques mètres de dentelle. Elle photographiait tout avec son vieux téléphone et publiait sur une page discrète des réseaux sociaux. Elle n'utilisait pas son nom complet, ne racontait pas son histoire, laissait son travail parler pour elle. Les premières commandes étaient modestes,
Une cliente demandait des housses de coussins personnalisées, une autre voulait transformer une chambre en un espace thérapeutique. Amélie mettait de l'amour dans chaque couture, du soin dans chaque recoin et, le plus impressionnant, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait de ses mains, seule. En moins de 3 mois, une de ses créations est devenue virale. Une influenceuse a découvert l'atelier et a partagé l'image d'un rideau fait main, avec une application de dentelle et des phrases brodées artisanalement. La page d'Amélie a explosé. Les commandes ont doublé, triplé. Mais le succès n'est pas venu seulement des commandes. Un investisseur anonyme, impressionné par le style et la délicatesse de son travail, l'a contacté pour lui proposer un partenariat. Amélie a refusé. Elle avait déjà livré son propre nom, son propre corps, son propre temps à un homme une fois. Plus jamais elle ne ferait ça. Utilisant ses premiers bénéfices et les connaissances qu'elle avait discrètement acquises au fil des ans, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a ouvert une boutique de l'atelier Aurora, dans un centre commercial de design moderne. L'espace est devenu un point de rencontre pour les femmes entrepreneurs, les artisanes et les créatrices invisibles, comme elle l'avait été un jour. Elle a commencé à donner des cours, à former d'autres femmes, à employer des mères célibataires et des femmes de communautés qui voulaient tout recommencer. Et c'est là qu'un nouveau nom est entré dans sa vie. Le groupe Vita. C'était un fonds d'investissement secret, appartenant à une figure mystérieuse qui achetait discrètement des parts dans des entreprises dirigées par des femmes. Amélie a été invitée à une réunion. En arrivant sur les lieux, un immeuble de verre dans le centre financier de la ville, elle a immédiatement su où elle était, le siège du groupe Garnier, l'endroit où Mathieu était maintenant PDG. Mais ce jour-là, il ne savait pas que la femme en face de lui à la table de négociation était Amélie. Elle utilisait un autre nom, avait un nouveau look, un nouveau pouvoir. L'homme qui l'avait autrefois rejeté d'une simple signature supplierait maintenant pour un accord. Amélie a écouté la proposition avec sérénité, n'a pas répondu immédiatement, a simplement regardé par la fenêtre, où son propre reflet, plus fort, plus vivant, plus complet, lui a renvoyé un sourire. Elle ne s'était pas encore vengée, mais elle n'en avait plus besoin. Elle avait gagné. Ce soir-là, il y avait un événement très important dans le salon de l'hôtel impérial. C'était un défilé de luxe et de vanité. Des lustres de cristal scintillaient sur les tenues coûteuses et les sourires en plastique. C'était la soirée de gala de la Fondation Garnier, un événement caritatif pour les investisseurs, les entrepreneurs et les non-influents du secteur. Mathieu se pavanait parmi les invités, comme un prince dans son royaume. Il portait un costume noir sur mesure, une cravate en soie italienne et l'air arrogant de celui qui pensait contrôler chaque mouvement sur cet échiquier, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur une scène qui a glacé son sourire. De l'autre côté du salon, entourée de regards curieux et de murmures discrets, se tenait une femme magnifique, assurée, vêtue d'une élégante robe bleu marine à la coupe droite, les épaules légèrement dénudées et d'un collier délicat qui semblait appartenir à un âge d'or. Les cheveux relevés en un chignon haut, un maquillage subtil, une démarche confiante. C'était Amélie, mais pas l'Amélie qui l'avait expulsée de l'appartement des mois plus tôt. C'était une autre femme, plus altière, plus raffinée, plus inaccessible. À côté d'elle, un homme plus âgé, grisonnant, en costume sombre impeccable, avec la posture de quelqu'un habitué à commander, discutait avec elle de manière proche, se penchant parfois pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, la faisant sourire discrètement, presque complice. Mathieu a plissé les yeux. « Mais quoi ?» murmura-t-il, comme si la scène était une offense directe. Il a fait 2 pas en avant, essayant de se rapprocher sans paraître évident. Il a observé l'homme tendre une coupe de champagne à Amélie, qu'il a acceptée avec élégance. Elle semblait à l'aise, comme si cet endroit et cette atmosphère lui appartenaient depuis longtemps. Autour d'eux, quelques entrepreneurs chuchotaient. « C'est la fondatrice de l'atelier Aurora, tu savais ?» Elle a récemment conclu un partenariat avec le groupe Vita. La valeur de son entreprise a triplé au cours des 3 derniers mois. On dit qu'elle est la protégée de Claude Riva. Le nom a fait froncer les sourcils de Mathieu. Claude Riva, l'un des investisseurs les plus redoutés du pays, un requin de la finance. Et maintenant, il bavait devant son ex-femme. Mathieu a serré son verre dans sa main jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. « Bien sûr, dit-il à voix basse, presque pour lui-même. Maintenant, tout s'explique. Je parie qu'elle doit être entretenue par lui. C'est comme ça qu'elle survit. » Son esprit a commencé à tisser le récit dont son ego avait besoin pour ne pas s'effondrer. Amélie n'avait pas réussi par mérite. Elle n'avait pas gagné par compétence. C'était évident.
Elle avait trouvé un vieux riche pour la soutenir. C'était juste ça. C'était toujours ça avec les femmes comme elle, pensait-il. Elles feignent la force, mais finissent toujours à genoux devant quelqu'un de plus puissant. Mais même en essayant de se le répéter, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, sa façon de se comporter. Amélie ne s'accrochait pas au bras de Claude. Elle n'était ni soumise, ni flatteuse. Elle parlait avec fermeté, les yeux dans les yeux. Et lui, le tout-puissant Claude Riva, l'écoutait avec respect, avec attention, avec admiration. Et ça, Mathieu ne pouvait pas le supporter. Il avait besoin d'une excuse. Il avait besoin de croire qu'elle était toujours la même femme peu sûre d'elle qu'il avait méprisée. Il avait besoin de croire que son rejet était justifié, car sinon, alors il aurait commis la plus grande erreur de sa vie. Mathieu a détourné le visage et s'est éloigné de la foule, essayant d'ignorer le frisson qui lui parcourait l'échine. Mais au fond de lui, il le savait. Amélie n'était pas entretenue. Amélie était reconnue, et pour la première fois, Mathieu n'était pas le centre du salon. Il n'était qu'un de plus. L'orchestre jouait une mélodie classique en fond sonore. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, et la salle de fête bourdonnait de sourires faux et de rires forcés. Mathieu était là, présent mais pas entier. Il portait un costume sombre impeccable. Sa montre en or brillait à son poignet et à ses côtés. S'accrochant à son bras, avec une fermeté possessive, se tenait Léa, sa petite amie actuelle, ou plutôt sa future épouse, selon les plans qu'il avait élaborés après son divorce avec Amélie. Et bien sûr, elle était maintenant enceinte. L'héritière qu'il désirait tant était enfin en route. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Alors pourquoi tout semblait-il si faux ce soir-là? Léa a souri à un groupe de mondaines et a passé la main sur son ventre, fière. Les flashs des appareils photo ont capturé l'instant et elle a serré le bras de Mathieu comme pour s'assurer qu'il était bien vu à ses côtés. Mais il l'entendait à peine. Son esprit était ailleurs. Ses yeux erraient dans le salon, cherchant quelque chose ou quelqu'un dont il n'arrivait pas encore à admettre le manque. « Mathieu, tu m'écoutes » La voix de Léa a interrompu sa rêverie. « Bien sûr » a-t-il répondu automatiquement, esquissant un sourire vague. « Tu parlais du prénom Isabelle, tu te souviens ?» Nous avions déjà décidé. « Isabelle Garnier. »« N'est-ce pas parfait ?» a-t-elle dit avec enthousiasme. « Parfait » a-t-il répété sans conviction, mais à l'intérieur, le nom sonnait creux. Il a regardé autour de lui et a vu un serveur trébucher discrètement sur un plateau. Immédiatement, son esprit a voyagé. Amélie se serait levée avant que le serveur ne tombe. Elle aurait nettoyé le sol avec la serviette posée sur ses propres genoux. Elle aurait souri pour ne pas embarrasser le jeune homme. Elle se serait occupée de tout discrètement, avec gentillesse. Amélie faisait ce genre de choses. Il a respiré profondément, essayant de se débarrasser du souvenir, mais il est revenu en force. Elle se réveillait avant lui tous les jours. Elle préparait son café exactement comme il l'aimait, sans sucre, juste avec un soupçon de cannelle. Elle ajustait sa cravate avant les réunions, glissait des mots dans sa mallette quand il était nerveux, se souvenait de l'anniversaire de sa secrétaire quand il oubliait. Amélie comblait les vides qu'il ne savait même pas qu'il avait. Maintenant, à ses côtés, Léa attendait juste que les flashs capturent le meilleur angle de sa robe moulante et de son début de grossesse. Elle ne s'intéressait pas aux détails, ne s'est jamais proposée pour repasser une chemise. Elle ne l'a jamais vu comme un homme fatigué, seulement comme un trophée à exhiber. Mathieu a porté la coupe à ses lèvres, mais le goût du champagne était amer, presque autant que la culpabilité. Amélie savait quand il rentrait à la maison tendu, juste à la façon dont il posait ses clés sur la table. Elle l'entendait même quand il ne disait rien. Elle savait quand le laisser seul et quand le serrer dans ses bras. Elle savait quand il avait besoin de silence et quand il avait besoin de réconfort. Elle était là, elle avait toujours été là. Et lui, il l'avait jeté comme on jette un objet qui ne sert plus. Et maintenant, il était là, à côté d'une femme qui savait à peine où il rangeait ses chaussettes, attendant une fille qui porterait son nom, mais qui n'aurait pas à la maison la douceur silencieuse qu'Amélie offrait sans rien exiger en retour. Amélie aurait été une mère incroyable, pensa-t-il, le cœur serré. Mathieu s'est passé la main sur le visage, essayant de chasser le regret, mais il était imprégné. Il était impossible d'y échapper, car il le savait en toutes lettres. Il avait choisi la mauvaise femme pour les mauvaises raisons et perdu la seule personne qu'il avait vraiment aimée gratuitement. La musique a changé. L'ambiance est restée festive, mais Mathieu était immobile, les yeux fixés sur le reflet du lustre au-dessus, qui n'illuminait maintenant aucune victoire, seulement le visage d'un homme qui avait tout eu et n'avait pas su le voir. Et la seule chose à laquelle il pouvait penser était
Amélie n'a jamais eu besoin de moi, mais c'est moi qui avais besoin d'elle. Et il ne le savait pas. Amélie a poursuivi son chemin. Ses affaires prospéraient de plus en plus, et elle devenait de plus en plus connue et admirée. Quelques mois ont passé. Amélie s'est rendue à un événement où elle serait nominée pour un hommage international. Pendant ce temps, les échos de son ascension ont commencé à atteindre des endroits où il n'y avait autrefois que du mépris. Et c'est précisément lors d'une de ces soirées, lors d'un dîner de gala organisé par l'un des sponsors du groupe Garnier, que la famille de Mathieu a commencé à sentir le poids de son propre venin. Béatrice, la mère de Mathieu, se pavanait entre les tables dans sa robe rouge rubis, souriant aux invités, comme si elle était encore la reine de l'Empire qu'Amélie avait un jour aidé à maintenir. Juliette, la sœur, était assise au bout de la table, jouant distraitement avec son téléphone, ennuyée par les discours. Léa, l'actuelle épouse enceinte de Mathieu, exhibait son ventre et sa bague comme des trophées, entourée d'amis qui complimentaient son nouveau train de vie. Mais tout a changé lorsqu'un groupe de journalistes a traversé le salon et s'est positionné devant le grand écran au fond. Mesdames et messieurs, nous vous présentons maintenant la liste des finalistes du prix Femmes qui transforment 2025. Et cette année, parmi les plus plébiscités, se trouve Amélie. L'image est apparue nette à l'écran. Amélie, en blazer clair et avec un léger sourire, marchant entre des étagères de livres et des panneaux d'affaires. Le salon jusqu'alors bruyant s'est tu. Puis sont venus les chuchotements. « Tu as vu? C'est l'ex de Mathieu. » Son projet social est copié à l'étranger. Et dire que sa belle-mère disait qu'elle n'était même pas bonne à dresser une table pour le café. Béatrice a rougi, a essayé de rire, de faire comme si elle s'en fichait, mais ses yeux ne pouvaient quitter l'écran. Juliette est restée immobile, les ongles s'enfonçant dans le bras de sa chaise. Léa, quant à elle, feignait l'indifférence, mais ses mains tremblantes sur sa coupe trahissaient son malaise. C'est alors qu'un des invités de la table voisine, un banquier influent connu pour sa langue acérée, a commenté d'une voix assez forte pour qu'ils entendent « Je me souviens quand on disait que cette jeune femme n'était rien du tout. Maintenant, elle façonne le marché et s'assoit à la table des ministres. Vraiment, rira bien qui rira le dernier. » Les mots sont tombés comme des bombes. Béatrice, ne sachant comment réagir, a serré sa serviette dans ses mains. Intérieurement, elle était dévorée par la honte. Un jour, elle avait montré du doigt la robe simple d'Amélie en disant qu'elle ressemblait à une tenue de magasin discount. Maintenant, des stylistes renommés copièrent le style d'Amélie dans des collections entières. Mathieu, silencieux à côté de sa femme, observait tout et pour la première fois, a vu sa famille affronter le goût amer du mépris retourné. Pas avec des cris ni avec des scandales, mais avec la gloire. Amélie n'avait pas riposté. Amélie n'avait pas eu besoin de s'abaisser à leur niveau. Elle était simplement montée si haut qu'ils pouvaient à peine l'atteindre du regard. Ainsi se poursuivait la vie d'Amélie, entre prix et conférences importantes. Dans la plupart d'entre elles, Mathieu l'observait toujours. Un autre événement commençait, et le maître de cérémonie a annoncé d'une voix ferme et enthousiaste « Mesdames et messieurs, veuillez prêter attention à la scène. Nous aurons maintenant la présentation de la nouvelle partenaire de la Fondation Nouveau Chemin, responsable d'un projet innovant de formation et de réinsertion des femmes sur le marché du travail. Avec vous, Amélie. » Le public a applaudi, certains avec enthousiasme, d'autres simplement par protocole. Mais Mathieu s'est figé. Son corps tout entier s'est raidi. Ce n'est pas possible. Le nom résonnait comme un coup de tonnerre au milieu du salon. Amélie, et le son des applaudissements était étouffé par le bourdonnement croissant qui envahissait les oreilles de Mathieu. À ses côtés, Léa jouait avec son téléphone, distraite comme toujours. Elle n'a même pas remarqué le regard de son mari se lever lentement, empreint d'un mélange d'incrédulité et de vertige. Et puis elle est apparue. Amélie marchait sur la scène d'un pas ferme, léger, exhalant une confiance silencieuse qui ne demandait pas la permission, mais imposait sa présence. La robe noire à la coupe élégante épousait ses courbes avec discrétion et sophistication. Les cheveux attachés en un chignon bas laissaient apparaître une paire de boucles d'oreilles délicates et un visage qui ne portait plus de rancœur, seulement de la force. Ses yeux ont balayé le salon sans peur, sans hâte, et puis pendant une seconde, ils se sont croisés. Amélie a vu Mathieu et a souri, mais pas un sourire de nostalgie ou de douleur. C'était un sourire serein, mature, le genre de sourire qui dit « J'ai survécu à toi ». Mathieu a senti sa gorge s'assécher. Sa main a serré la coupe si fort que le verre a grincé entre ses doigts. Son cœur battait la chamade, comme si tout son corps tentait de l'avertir
que ce moment allait tout changer. Amélie a commencé à parler. « Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici. Il y a un temps, j'étais moi aussi perdue, invisible, comme tant de femmes qui aiment, qui prennent soin, qui construisent et qui sont laissées pour compte comme si elles étaient jetables. Mais nous ne sommes pas jetables. Nous sommes des puissances. Et ce que nous faisons avec ce projet, c'est prouver avec des résultats et de la dignité que recommencer n'est pas une honte, c'est un pouvoir. » Le salon était dans un silence absolu. Chaque mot qu'elle prononçait pénétrait Mathieu comme un poignard. Elle n'était pas là comme une pauvre survivante. Elle était là en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que symbole. Amélie était maintenant ce qu'il avait toujours nié qu'elle puisse être, quelqu'un au-delà de sa femme. Léa a remarqué son malaise et lui a touché le bras. Mathieu n'a pas répondu. Il a continué de regarder, fasciné, tandis qu'Amélie remerciait les applaudissements et descendait de la scène entourée d'entrepreneurs et de journalistes qui l'approchaient avec enthousiasme. Et puis il a vu. Le même homme de l'autre fête, le plus âgé au costume impeccable et à la présence marquante, a tendu la main à Amélie. Elle l'a saisie sans hésitation. Ils se sont souris l'un à l'autre avec naturel. Il n'y avait pas de dépendance. Il y avait un partenariat, une égalité. Mathieu a senti son estomac se nouer. « Elle est avec lui », a-t-il murmuré. Mais la vérité était bien plus cruelle. Amélie était avec elle-même. Et ça faisait plus mal que tout. Il a détourné le visage, comme si fuir la scène pouvait effacer ce qu'il venait de voir. Mais il était trop tard. L'homme qui avait tout n'avait maintenant que des regrets. Que la femme dont il pensait qu'elle dépendait de lui était maintenant applaudie debout. L'événement s'était terminé depuis près d'une demi-heure. Les invités se dispersaient lentement dans le hall, entre remerciements protocolaires, selfies et derniers verres. Amélie discutait avec une jeune entrepreneur quand elle a soudain ressenti ce frisson subtil, le même qui l'avait parcouru tant de fois par le passé, toujours juste avant que quelque chose ne se produise. Et alors, avant même de se retourner, elle a su. Mathieu était là. « Amélie », a-t-il dit d'une voix contenue, comme si son propre nom pesait dans sa bouche. Elle s'est retournée lentement. Ses yeux se sont posés sur lui avec tranquillité. Il n'y avait ni colère ni nostalgie, seulement de la maturité. « Mathieu », a-t-elle répondu, sèchement mais poliment. « Bonsoir ». Il a hésité une seconde, cherchant une faille émotionnelle dans son regard, mais il n'y en avait aucune. Le miroir de la femme qu'il avait un jour contrôlé était maintenant opaque à toute manipulation, et cela l'a déconcerté. « Est-ce qu'on peut parler une minute juste en privé ?» a-t-il demandé avec un faible sourire, presque honteux. Amélie a regardé autour d'elle. Son assistant l'attendait déjà près de la porte. La voiture arriverait dans quelques minutes. « Soyez bref », a-t-elle dit en croisant les bras, gardant ses distances. Mathieu a respiré profondément, a regardé autour de lui et s'est approché avec prudence, comme quelqu'un qui marche sur des éclats de verre. « Tu es différente », a-t-il commencé. « Ça, je veux dire, tu as l'air de bien réussir, je suppose. »« Tu n'as pas besoin de feindre la surprise, Mathieu », l'a-t-elle interrompu avec élégance. « Je sais que tu suis chacun de mes pas, depuis le jour où tu m'as vu à la fête de Garnier. Ton regard ce soir-là criait plus que ta bouche ne pourrait le cacher. » Il a dégluti. « C'était vrai. Je voulais juste comprendre, » a-t-il dit d'une voix étranglée. « Comment es-tu arrivé ici si vite? Comment as-tu tout reconstruit comme ça ?» Amélie a maintenu son regard fixé sur le sien. « Quand tu m'as arraché de notre maison, pensant que je n'étais rien, pensant que je dépendais de toi, tu m'as libéré. Ce fut le pire jour de ma vie, mais ce fut aussi ma renaissance. » Il a fait un pas en avant. « Et cet homme, qu'a-t-il lâché ?» La question qui lui brûlait les lèvres depuis qu'il l'avait vu sur scène. « Cet entrepreneur, vous êtes ensemble ?» Amélie a incliné la tête sans se presser de répondre. Puis elle a souri. « Mathieu, il ne s'agit pas de lui. Il n'a jamais été question de lui. Il s'agissait de moi, de ce que je suis devenu sans toi. Tu veux tellement savoir si quelqu'un m'entretient, alors qu'en réalité, c'est toi qui as toujours eu besoin de moi et tu ne l'as jamais réalisé. » Les mots l'ont frappé comme un couteau. Mathieu a baissé les yeux, mais elle n'avait pas fini. « Tu disais que je n'avais pas de nom, ni de valeur, ni de talent, que je ne pouvais rien te donner. Mais regarde bien, ce que je t'ai donné valait plus que n'importe quel héritier pourrait t'offrir. » Elle s'est approchée assez pour que lui seul puisse entendre. « Je t'ai donné de l'amour, de la loyauté, un foyer, et tu as tout jeté pour un ventre fertile. » Il a fermé les yeux, sentant les mots comme de l'acide. Il a essayé de garder le contrôle. « Je me suis trompé, Amélie. » a-t-il murmuré sincèrement. «
Tu étais tout et j'étais trop aveugle pour le voir. Maintenant c'est trop tard, n'est-ce pas? Amélie a respiré profondément. Pour la première fois, ses yeux se sont adoucis. Mais pas pour lui, pour elle-même, pour sa propre force. Il n'est pas trop tard pour que tu changes, Mathieu. Mais il est trop tard pour nous. Et puis elle a ajouté, parce que je me suis trouvée juste au moment où tu m'as perdu. À cet instant, son téléphone a vibré. C'était le chauffeur qui l'informait que la voiture l'attendait à l'entrée. Amélie a fait un pas en arrière. Bonne nuit, Mathieu. Elle s'est retournée, a marché jusqu'à la sortie avec la même fermeté de celle qui a appris à ne plus jamais ramper pour des miettes d'affection. Mathieu est resté là, immobile, seul dans le couloir d'un événement qui aurait dû le célébrer, mais qui est devenu la scène de son plus grand échec. Il l'a regardé franchir les portes vitrées, monter dans la voiture noire, être accueilli avec respect par un chauffeur et disparaître dans la nuit comme une femme qui ne devait plus rien à personne. Et alors, pour la première fois, Mathieu a compris ce qu'était le regret. Pas celui qui passe, celui qui dure toute une vie. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Amélie avait marché seule jusqu'à la sortie de l'événement, laissant derrière elle non seulement Mathieu, mais tout le passé qui avait tenté de l'effacer. Les médias ne se contentaient plus de la connaître, ils la vénéraient. Des reportages mettaient en lumière sa trajectoire comme un revirement inspirant digne d'un film, et son nom apparaissait sur les listes des femmes d'affaires les plus influentes de la décennie. Mais ce que personne n'attendait, pas même elle, c'est que l'amour, le vrai, était encore réservé dans son destin. Tout a commencé discrètement, par une invitation à une conférence sur l'innovation sociale à Lisbonne. Amélie était l'une des principales conférencières, et à la fin de sa présentation, un homme élégant au regard attentif et à la cravate bleu marine discrète s'est approché pour la féliciter. La façon dont vous avez transformé la douleur en impact est brillante. Félicitations. C'était Laurent Dubois, un millionnaire du secteur technologique, fondateur de l'une des start-up les plus prometteuses d'Europe et héritier d'un conglomérat d'investissements internationaux. Mais Amélie ne l'a pas reconnu immédiatement. Elle ne suivait pas le monde des riches. Elle vivait dans le monde des vrais. Et c'est peut-être ce qui l'a le plus charmé. La conversation entre eux ce soir-là a duré plus de 3 heures. Puis sont venues les invitations. Un café à Lisbonne, un dîner à Barcelone, un week-end à débattre de causes sociales lors d'une conférence à Oslo. Et sans s'en rendre compte, Amélie s'est retrouvée impliquée non pas par des chiffres, mais par quelqu'un qui la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Laurent était différent de tout ce qu'elle avait connu. Il ne rivalisait pas avec sa lumière. Il l'admirait. Il n'essayait pas de la façonner. Il s'adaptait. Et plus que tout, il écoutait. Leur relation s'est développée sous les yeux attentifs des médias, mais ils sont restés discrets. Amélie refusait les interviews sur sa vie amoureuse. Jusqu'au jour où le monde s'est réveillé avec les photos qui ont fait la une de tous les magazines, Amélie et Laurent Dubois étaient mariés. La cérémonie a eu lieu dans un vignoble privé en Toscane, avec seulement 50 invités. Amélie portait une robe minimaliste à la coupe épurée et au dos nu, créée par une jeune styliste brésilienne qu'elle avait elle-même financée pour étudier la mode à l'étranger. Les alliances étaient sculptées en or blanc et portaient discrètement gravés les mots en égalité. C'était la première fois qu'Amélie disait oui sans peur, sans doute, sans déséquilibre. Devant cet hôtel au coucher du soleil, entre les vignobles silencieux et les applaudissements discrets, Amélie a regardé Laurent et a su. Elle aimait de nouveau, mais cette fois en tant que femme entière. Et Mathieu, il a tout vu. Les photos, les vidéos, les sourires réels. Il a vu Amélie au bras d'un homme qui la vénérait, qui la célébrait. Il a vu ce qu'il avait perdu, non pas en silence, mais sous les yeux du monde. Et alors il a compris une fois pour toutes qu'Amélie n'avait pas seulement gagné, elle avait réécrit son histoire avec une fin heureuse et un autre nom de famille. Le grand jour de la remise des prix est arrivé. La salle du Sommet international de l'innovation sociale à Genève était bondée. Chefs d'État, PDG de multinationales, philanthropes du monde entier et journalistes des plus grands réseaux de communication occupèrent les sièges alignés avec une précision chirurgicale. L'air était empreint de révérence, d'attente, d'histoire sur le point de s'écrire. Amélie a foulé le tapis bleu d'un pas calme. Elle portait une robe blanche en soie fluide qui dessinait avec légèreté la courbe de son ventre arrondi. Les cheveux attachés en un chignon élégant, un maquillage doux et une lueur dans les yeux qu'aucune lumière artificielle ne pourrait répliquer. À ses côtés, Laurent, discret, élégant, le regard fixé sur elle comme si elle était son plus grand trophée. Il ne la conduisait pas comme un prix. Il l'accompagnait avec fierté, avec amour. « Mesdames et messieurs,
qu'a annoncé la maîtresse de cérémonie avec un accent français chargé d'enthousiasme. C'est avec honneur que nous remettons le prix mondial de la transformation sociale à l'entrepreneur et fondatrice de l'Institut Aurora, Amélie Dubois. La salle a éclaté en applaudissements. Et à cet instant, de l'autre côté de l'océan, devant la télévision du salon d'une demeure froide et silencieuse, Béatrice, Juliette et Mathieu regardaient en direct, assis côte à côte. Aucun mot prononcé, juste le son des applaudissements, de la traduction simultanée et des cœurs serrés. Béatrice, autrefois hautaine, serrait un mouchoir contre ses lèvres. Elle se souvenait de la jeune femme dont elle se moquait pour ses vêtements trop modestes, pour son absence de nom de famille, pour son manque de savoir-vivre. La voilà maintenant debout, s'adressant aux dirigeants mondiaux en 3 langues, et enceinte d'un enfant qui grandirait dans un foyer où l'amour ne serait pas conditionnel. Amélie a tenu le trophée dans ses mains, mais avant de parler, elle a posé les doigts sur son ventre, puis a regardé le public comme on regarde le passé, sans rancœur mais avec autorité. Pendant longtemps, on m'a dit que je n'étais pas suffisante, que je n'avais ni nom, ni valeur, ni but, mais j'ai découvert au fond du gouffre que la force d'une femme ne vient pas d'où elle naît, mais d'où elle décide de renaître. À cet enfant qui grandit en moi, et aux milliers de jeunes filles qui croient encore qu'elles doivent se taire pour être aimées, je dis, ne vous courbez plus jamais pour entrer dans des espaces conçus pour vous garder petite. Nouveaux applaudissements, debout, longs, émus. À l'écran de télévision, Amélie a souri et a été étreinte par des dignitaires, des artistes, des femmes qui pleuraient en la voyant. Et dans le salon de la demeure Garnier, le silence était cruel. Béatrice a murmuré d'une voix étranglée, « Je dois lui parler. » « Elle n'a plus besoin d'entendre quoi que ce soit de nous, » a répondu Mathieu, les yeux embués de larmes. Juliette, assise en silence, a simplement hoché la tête. Pour la première fois, elle a compris qu'Amélie n'était plus l'ex, elle était une icône. Et on ne demande pas pardon à une icône quand le pardon a déjà été dépassé par la distance. Amélie n'avait pas oublié. Elle avait surmonté, et ça, pour ceux qui l'avaient humiliée, faisait plus mal que n'importe quelle vengeance. Amélie est revenue pour régler quelques formalités administratives et assister à quelques événements. C'était un après-midi d'automne, de ceux où les feuilles dansent dans l'air comme si elles portaient d'anciens secrets. Amélie marchait lentement dans l'allée d'un parc élégant de Paris, protégée par une délicate écharpe beige, ses cheveux attachés en un chignon lâche et ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Chaque pas qu'elle faisait était une déclaration silencieuse de victoire. Laurent, son mari, était quelques mètres plus loin, discutant avec l'architecte du nouvel espace de la fondation qu'elle avait imaginé. Amélie était venue juste pour voir le terrain, où serait construit un nouveau centre d'accueil pour mères célibataires, le projet le plus personnel de sa vie. Sa vie était maintenant faite de sens. Et c'est là, dans ce décor de paix et de reconstruction, que le destin a décidé de croiser les chemins. Mathieu est apparu de l'autre côté de la rue, sortant précipitamment d'un café où il venait de terminer une réunion d'affaires. Il était plus abattu, visiblement vieilli malgré sa jeunesse encore présente dans ses traits. Il portait un costume, comme toujours, mais sans l'éclat d'antan, et c'est en levant les yeux qu'il l'a vu. Il s'est arrêté net. Le monde autour de lui a ralenti. Amélie. La respiration de Mathieu s'est bloquée. Son corps s'est figé. Un instant, il a cru rêver. Mais ce n'était pas le cas. Elle était là, marchant lentement, la main caressant son ventre avec douceur, le visage calme, illuminé, la sérénité dans le regard de celle qui avait enfin trouvé un foyer en elle-même. Par impulsion, il a traversé la rue. « Amélie !» Elle s'est retournée lentement. Le nom ne faisait plus mal. Il ne provoquait plus de tremblement, ni de colère, ni de douleur. Juste rien. C'était juste le nom de quelqu'un qui était resté derrière. « Mathieu !» a-t-elle répondu avec un léger signe de tête sans s'arrêter de marcher. Il s'est approché, ne sachant que faire de ses mains, ne sachant s'il devait sourire, s'excuser ou simplement tomber à genoux. Je n'avais aucune idée, je sais. Et je n'avais aucune idée non plus de ce que ce serait d'être aimé pour de vrai avant de rencontrer Laurent. La mention de son nom a fait détourner les yeux de Mathieu. « Tu es heureuse ?» a-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Amélie a acquiescé. « Très. » Amélie a posé la main sur son ventre. « Il semble qu'il y ait eu une erreur dans l'examen que je ne me souviens même pas d'avoir fait. » Elle a souri. Pas un sourire de provocation, mais de tendresse, de plénitude. Mathieu a dégluti. Il n'y avait plus rien à dire. Le silence entre eux disait tout. « Je voulais juste, » a-t-il essayé, la voix tremblante, « te dire que je pense encore à toi tous les jours.
et que je regrette. » Amélie a inspiré profondément. Ses yeux se sont fixés sur les siens un instant. Elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait un jour aimé. Elle ne voyait que l'homme qui lui avait appris de la manière la plus douloureuse à quel point elle était forte. « Le remords est un endroit solitaire, Mathieu. Et c'est là que tu vas devoir apprendre à vivre maintenant, » a-t-elle dit avec douceur, sans rancœur. Il est resté silencieux. Puis elle a ajouté « Mais je te remercie, parce que si tu ne m'avais pas quitté, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. » Derrière elle, Laurent s'approchait en souriant. Quand il est arrivé, il a entrelacé ses doigts avec les siens naturellement. Il a posé son autre main sur son ventre et l'a embrassé sur la tempe, comme pour protéger un univers entier. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, regardant de Mathieu à Amélie. « Tout est parfait », a répondu Amélie fermement. « Je fermais juste un ancien chapitre. » Elle a fait un pas en avant, puis s'est arrêtée une seconde. « Adieu, Mathieu. » Et sur ce, elle s'est retournée. Elle a marché aux côtés de Laurent jusqu'à la voiture garée, sa main sur sa taille, le monde devant eux ouvert comme une promesse. Mathieu est resté là, immobile, avalant sa solitude, sentant le goût amer de ce qu'il avait perdu. Il a regardé la voiture disparaître au loin, et là, debout, il a réalisé que ce bébé, cette femme, cet avenir ne seraient jamais les siens, parce que l'amour qu'Amélie portait maintenant était trop entier pour faire marche arrière. La vie suivait son cours, les fêtes et les événements toujours avec sa présence. La salle du cocktail de bienfaisance était remplie de voix douces, de champagne français et de sourires étudiés. L'événement était restreint, exclusif aux grands investisseurs et aux invités d'honneur du nouveau programme d'impact social dirigé par Amélie Dubois. C'était sa première apparition publique après la remise de son prix international à Genève et la première depuis qu'elle avait accouché. Laurent l'accompagnait comme toujours, discret et attentif. Sa main posée gentiment dans son dos, comme pour dire sans mots « Je suis là et je le serai toujours ». Amélie portait un ensemble tailleur clair, élégant et moderne, les cheveux attachés en un chignon bas et l'éclat dans les yeux d'une femme qui venait d'atteindre la paix. Mais des yeux étaient fixés sur elle. Des yeux qui n'étaient pas là pour célébrer, mais pour essayer de corriger le passé. Béatrice, debout près de l'entrée du salon, la mère de Mathieu, serrait une pochette dorée si fort que ses doigts étaient blancs. Le maquillage subtil et la robe bien choisie ne parvenaient pas à cacher sa nervosité. Depuis des jours, elle répétait ce qu'elle dirait si elle en avait l'occasion. Et maintenant, elle l'avait. Elle a vu Amélie sourire à des investisseurs, signer un livre avec une dédicace, recevoir des compliments, saluer des sénateurs et des artistes, puis elle s'est décidée. Elle a traversé le salon à petits pas, mais déterminée, sous les regards qui la reconnaissaient, non pas comme la matriarche hautaine d'autrefois, mais comme la femme qui avait été la première à tourner le dos à Amélie. Elle s'est arrêtée devant elle. Amélie l'a regardée avec neutralité. Une seconde de silence, le temps suspendu. « Amélie », a commencé Béatrice, la voix basse, presque suppliante. « Je n'ai pas le droit, mais je devais venir. Je devais te dire que je regrette tout. La façon dont je t'ai traité, les mots que j'ai utilisés. J'étais aveugle. J'ai été cruel. Et aujourd'hui, je vois à quel point tu vaux. » Amélie est restée immobile. Le salon continuait son agitation normale. Mais dans cette petite bulle de tension, seuls les yeux des deux femmes existaient. Béatrice a fait un pas en avant. « Tu as changé le monde, Amélie. Mais avant ça, tu m'as changé, moi. Et je suis vraiment désolée. » Amélie a respiré profondément. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres, mais ce n'était pas de l'affection, c'était de la fermeté. C'était celui de quelqu'un qui s'était déjà pardonné et qui n'avait plus besoin d'entendre quoi que ce soit de ceux qui l'avaient blessé. Elle a alors parlé d'une voix calme et précise, audible seulement pour celles qui avaient besoin d'entendre. « Béatrice, ce que vous dites aujourd'hui ne change pas ce que j'ai été obligée de supporter en silence. Mais ne vous inquiétez pas, je ne garde aucune rancœur parce que tout ce que vous m'avez pris, la vie me l'a rendu au centuple. » Béatrice a baissé les yeux, ravalant sa gêne. « Si tu as besoin de quelque chose, de moi, de nous. » Amélie a fait un pas délicat sur le côté, signifiant du regard que la conversation était terminée. Élégante, inébranlable, sans perdre sa posture, sans blesser, mais aussi sans ouvrir les portes qui lui avaient été un jour brutalement fermées. Ce dont j'avais besoin, Béatrice, je l'ai déjà conquis. Le reste, je l'ai laissé dans le passé. Laurent s'est approché, posant la main sur l'épaule de sa femme. « Tout va bien ?» a-t-il demandé avec tendresse. Amélie l'a regardé avec affection, puis a répondu « Tout va bien », comme pour dire « c'est fini ». Béatrice est restée là, immobile,
au milieu de rires qui ne lui appartenaient plus et de sourires qu'elle n'avait jamais conquis. La demande de pardon qu'elle avait un jour cru noble sonnait maintenant inutile. Amélie n'avait plus besoin de l'entendre, car le silence est parfois la réponse la plus élégante que l'on puisse offrir. Le soleil se levait lentement, teintant le ciel de nuances dorées et cuivrées. La brise matinale traversait le balcon ouvert d'une maison à l'architecture minimaliste, suspendue au-dessus d'un champ d'oliviers à la campagne. Amélie était assise là, dans un fauteuil à bascule en bois clair. Un café fumant reposait à côté d'elle, mais ses pensées, elles, étaient loin, errant dans des souvenirs qui semblaient maintenant appartenir à une autre femme. Une femme qu'elle avait été, mais qu'elle n'était plus. Là, entourée par le son tranquille des oiseaux et l'arôme doux de la terre humide, Amélie souriait intérieurement. Il y avait de la vie dans la maison, un bébé qui grandissait calmement à son propre rythme. Et le plus beau, c'est que cette vie avait été générée en elle, et elle seule savait la souffrance que ça avait été d'imaginer ne jamais pouvoir être mère. Mariée à Laurent Dubois, un homme qui non seulement croyait en elle, mais la célébrait, Amélie avait redécouvert l'amour sans avoir besoin de se diminuer. Avec lui, il n'y avait pas de peur, pas de contrat caché, pas d'exigence dissimulée sous des alliances dorées. Laurent l'aimait telle qu'elle était, forte, résiliente, libre. Leur mariage n'avait pas été un spectacle pour impressionner les chroniques mondaines. Il avait été intime, sincère, vrai. Un autel en bois simple entre des arbres centenaires, des vœux murmurés au crépuscule et une seule certitude. Ils s'étaient choisis par amour et par liberté. À ce moment-là, Amélie feuilletait une petite boîte de vieilles lettres. C'étaient des mots qu'elle s'était écrits à elle-même pendant son processus de reconstruction. Des inmensitenta, mots de force, de courage, de renouveau. L'un d'eux disait « Un jour tu seras ta propre réponse ». Elle a souri. Maintenant, elle le savait. C'était ça, elle était devenue sa propre réponse. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Mathieu observait l'écran d'une tablette sur la table de son bureau. Une notification est apparue avec l'image de la couverture d'un magazine d'affaires international. Amélie Dubois, la femme qui a révolutionné l'entrepreneuriat féminin avec un but. Sur la photo, Amélie posait aux côtés de Laurent, leur fils dans les bras. Il est resté silencieux de longues minutes, regardant sa propre fille jouer, mais son mariage avec Léa était un chant aride, soutenu par les apparences. Maintenant, chaque sourire d'Amélie sur une couverture, chaque nouvelle réussite affichée dans les journaux et les réseaux sociaux était un rappel cruel de ce qu'il avait eu et méprisé. Amélie, celle qu'il avait dit sans valeur, était maintenant acclamée mondialement. Celle qu'il avait qualifiée d'inutile était maintenant une référence. Celle qu'il avait expulsée était maintenant propriétaire de son propre monde. Et Mathieu a compris, trop tard, qu'il y a des femmes qui ne naissent pas grandes. Elles sont d'abord brisées en 1000 morceaux pour ensuite se reconstruire plus grandes que quiconque aurait pu l'imaginer. Parfois, ce qui semble être la fin n'est que le point de départ de votre plus grand retournement de situation. Peu importe qui vous a humilié, rejeté ou fait douter de vous-même. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de la douleur. Amélie a transformé sa chute en élan et vous le pouvez aussi. N'oubliez jamais, la valeur que vous avez ne dépend pas de qui vous a quitté, mais de qui vous choisissez d'être après. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Amélie? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et restez connectés pour d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Prenez soin de vous et à la prochaine.